Digo, salúdamelo. Bueno, ustedes se preguntarán por qué los he reunido esta noche. Buenos días a todos, ¿eh? ¿Funcionan ya los micrófonos? No. Hola. Hay que ponerse. Bueno. Así. Ah, hay que ponernos los micrófonos. Vamos a tener que hacerlo. Sí, Perfecto, perfecto. Y aquí también. Así. Hola, hola. Perfecto. Sí, Hola, hola. perfecto. Moi, je vais commencer en français pour vous dire bonjour. C'est donc la conférence de presse de Relatos Salvajes. Et on me demande de vous dire, de vous rappeler qu'il faut éteindre les portables, qu'il faut se présenter quand vous poserez les questions, qu'il y aura des hôtesses et vous attendez les micros. Donc voilà. Et je devrais me présenter moi au lieu de les présenter eux, parce qu'ils sont plus connus, mais bon. Et à ma gauche, Hugo Sigman, producteur argentin. À l'autre extrême, Agustín Almodóvar, producteur espagnol. Et ensuite, par ordre de table, Maria Marull. Vous l'avez vu dans un avion, je pense. Oscar Martínez, avec qui je ne voudrais pas trop discuter d'argent d'ailleurs. Gracias. Un acteur explosif, Ricardo Darín. Un réalisateur avec lequel je me demande si cette conférence de presse ne va pas dégénérer à un moment ou à un autre, c'est Damien Cifrón. Une mariée parfaite, Erika Rivas. Et quelqu'un qui est de très bon cœur, un chico bueno, ¿no? Pas tout le temps, Leonardo Sbaraglia. Et ils ne sont pas là, mais ils sont au premier rang. Il y a trois autres producteurs qui sont là, Pedro Almodóvar, Esther García, Matías Mosteirin. Voilà, je vais poser la première question là pour le principe. Estos relatos salvajes... ¿Se apagó? Perdón, se apagó la traducción. Bien, excusez-moi. Ya usó este aparato que es la primera vez que veo en... C'est la première fois que j'utilise un de ces genres d'appareils. Ahí va, así, para atrás, es para atrás. C'est vers l'arrière qu'il faut Es pousser. para atrás. No, para nada. Disculpe. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Mais non, surtout que moi je vais parler espagnol, j'espère qu'on va me traduire. Ma question très simple, ces contes sauvages, c'était 6 dans le film. Il y avait plus au début? Oui, au début c'était 12 ou 14. Et quelques autres qui étaient en préparation. Mais tout ce qui forme ces films a donné le titre. Il y en avait d'autres contes qui étaient aussi sauvages, mais peut-être pas autant. Quelques-uns où il y avait des crimes d'amour. Bon, les tiens aussi, ça finit finalement en histoire d'amour. Mais est-ce que je peux te demander comment tu les as harmonisés, comment tu as choisi l'ordre de présentation de ces contes? Bon, c'est un procès qui a continué pendant le tournage et pendant le montage. Mais une fois après avoir évalué les énergies de ce conte, je pense qu'il s'agit de faire que tout ça devienne une seule expérience cinématographique. Je pense qu'Agustín a dit quelque chose comme une sorte de montagne russe. Il s'agit de 2 ordres différents. Il n'y a pas plus, mais bon. Pour moi, c'est ça la base la plus solide qui rend justice
à ce que j'essaie d'exprimer. Tu n'as pas été, tu n'étais pas occupé de trouver différentes façons de réunir ou de connecter les histoires. Non, non, non. Moi, je respecte beaucoup l'imagination, sa nature, son rythme. Quelque chose qui dure un certain temps, on n'a pas besoin d'ajouter des choses ni d'enlever. Et qu'est-ce que tu m'as demandé sur l'ordre? C'est-à-dire dans quelle durée et quel ordre? Elles ne sont pas connectées les unes aux autres, c'est des histoires à part. Oui, mais je me base sur les plaisirs comme on trouve dans les anthologies de contes ou quelques films qui m'ont beaucoup plu. Quelquefois, les sketchs, les films à sketch font peur, mais je pense que j'ai aimé être fidèle. Elles n'étaient pas connectées et ça aurait été arbitraire d'inventer un personnage qui va d'un conte à l'autre simplement pour le peur qu'il soit un peu éparpillé. Je pense qu'il faut aller aux choses concrètes. C'est ainsi. Marie Echeverria, agence France-Presse. Damien, merci pour te film. C'est la première fois qu'on a beaucoup ri à Cannes, un rire un peu noir. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Et qu'est-ce que tu veux dire sur la situation actuelle de l'Argentine? Et quelqu'un m'a dit, tu te sens bien? Un journaliste m'a demandé, oui, oui, je vous assure. Je pense que je suis moyennement normal. J'ai sûrement beaucoup de défauts, mais bon. Je ne pense pas que le monde va se terminer, que c'est la fin du monde, pas du tout. Je suis bien parce que je suis réalisateur, parce que je peux écrire sur ces choses qui m'intriguent, qui me posent des problèmes. Si je n'avais pas ces moyens de m'exprimer, peut-être que je ne serais pas aussi bien. Je pense que si j'étais né dans un contexte d'extrême pauvreté, je serais en prison actuellement. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes d'autorité, par exemple à l'école. Je n'étais pas quelqu'un de soumis qui remercie de l'endroit où il est et qui travaille dans quelque chose qu'il n'aime pas pendant toute sa vie. Non, je ne serais pas un homme comme ça. Mais comme j'ai la chance de pouvoir écrire, quelque chose mais vraiment m'interpelle ou je suis indignée, j'ai le moyen de le dire. Bon, ça c'est toi. Et d'autre part, on t'a posé la question, quelle est la situation en Argentine? En 2 mots. S'il y avait un rapport avec ce qu'on voit dans le film, et c'est la réalité en Argentine? Qu'est-ce que tu voulais dire sur l'état actuel de l'Argentine? Moi, je dirais que ça s'est limité à Argentine, à la situation d'Argentine. Je ne voudrais pas. Mais Argentine fait partie de l'Amérique latine, du monde en général. Et je pense que je suis humaniste. J'aime l'œuvre de l'homme en général et la femme comprise, bien sûr, la musique, tout ce qui est créatif. J'ai beaucoup d'admiration. Je crois dans notre espèce. Je pense qu'elle pourrait évoluer vers des horizons qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Je pense que dans un avenir lointain, peut-être on va penser que nous sommes comme des gens de la préhistoire, comme nous considérons aujourd'hui les gens de la préhistoire. Mais je ne vais pas dire dans ces films ce qui arrive dans d'autres systèmes que je connais moins. Mais moi, j'ai 38 ans et je vis dans ce monde, dans l'actualité. Et je pense que la société d'aujourd'hui bouleverse la nature de l'homme. Un chien mal nourri, qui dort peu, qui vraiment est l'objet de beaucoup de tensions, on ne va pas accuser les chiens d'être agressifs.
Bon, bien sûr, les chiens mordent parce que c'est sa nature. Mais l'être humain, je pense que Freud le disait déjà, de façon très concrète, ce n'est pas un être bon, mais il a aussi sa part d'agressivité, de perversion. Et quelque chose ne s'explique pas simplement par le contexte. Mais en dehors de la société dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, surtout les pauvres, qui sont nés pour travailler, pour produire, pour extraire les matières premières, qui ramassent les ordures, des choses que nous ne faisons pas. Et il y a d'autres personnes qui font partie d'une classe qui est là pour consommer. Nous pensons qu'ils ont un travail qui est génial, mais il n'est pas toujours. Le mien, oui. Je suis reconnaissant, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais il y a des gens qui travaillent dans des sociétés, des entreprises qui doivent être tout le temps en costume, présenter des bilans. Il a toujours des publicités dans son petit mobile, partout. Et toujours, il est soumis à des offres, acheter ci, acheter là. Mais ça mène à une vie pleine de stress. Qu'est-ce qui nous sauve? Nos amis, les gens que nous aimons. Et bon, qui m'arrête peut-être. L'année prochaine, Contes sauvages 2. Peter Paul Huth, télévision allemande. Peter Paul Huth de la télévision allemande. J'ai une question pour Monsieur Zivron, pour Damian. J'ai eu l'impression de voir, quand j'ai vu votre film, que vous aviez envie d'aller au fond des choses, au fond des situations, jusqu'au bout. C'est-à-dire les choses qu'on imagine parfois, mais qu'on ne fait pas. Donc, comment avez-vous développé cette idée? C'est exactement ce que vous venez de dire. Je voulais aller jusqu'au bout de chaque conflit, jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Et je ne voudrais pas raconter la fin. Mais bon, vous avez déjà vu le film. Donc, la fin, à un moment donné de l'histoire de Erika, c'était une fin noire. On emmenait l'épouse sur un brancard. Enfin, c'était terrible, très noir. Mais à partir d'un commentaire de Monique, qui est quelque part dans la salle d'ailleurs, qui a dit que c'était triste, que c'était une fin triste, parce que les personnages pourraient peut-être évoluer par rapport à ce qui leur était arrivé. Donc j'ai réfléchi à ce moment-là. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec les acteurs, avec Diego et Erika, et que je leur racontais qui étaient les personnages, pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, et que je les ai compris. J'ai compris même le fiancé. Et j'ai compris que c'était un couple qui ne s'aimait pas profondément. Ce n'est pas que lui, il a trahi une relation vraiment valable. Non, lui, il avait trahi quelque chose qui était faux et il n'était pas profondément amoureux avant ce qui se passe. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire ici parce qu'il y a son couple ici. Mais donc, c'est justement ça. C'est en explorant les choses jusqu'au bout, jusqu'au fond, eh bien, j'ai réfléchi à la fin, à comment ça allait suivre cette histoire. Et donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, change le sens du reste du film. Donc, aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, c'est ce qui fait que le film a une fin qui exprime vraiment le fin fond du film, à savoir, derrière tout ce qui est primitif et ce que l'on réprime, ça provoque des problèmes. Et réprimer tout ça, ça a un coût très élevé. Donc, il ne faut pas aller se battre dans la rue, mais lorsque quelqu'un te dépasse avec une super voiture à une vitesse qui, justement, est très élevée et qui te fait des appels de phare comme si tu étais
un minable, un rien du tout, tu as envie de le tuer. Et si lui, après, il crève un pneu, eh bien, tu as envie d'aller lui mettre des coups. Donc, c'est ce qui m'a fait créer ces personnages qui sont très intéressants. Donc, les gens vivent dans une réalité, dans une vie réelle, et le scénario, c'est pas tout à fait pareil. Donc, je pense, pour en revenir à la question antérieure, je ne pense pas que ce soit une fresque réaliste de la société latino-américaine ou argentine. Mais, par contre, je pense que c'est un regard possible sur les émotions et sur les sensations que nous provoque cette réalité. Damien, je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, d'autres questions dans la salle. Je parle beaucoup pour éviter les questions agressives. Je parle. Donc, je travaille pour Vanidades. C'est une question pour Ricardo. Est-ce qu'il pourrait nous raconter une histoire sauvage de la réalité? Est-ce qu'il a perdu la patience avec un journaliste, par exemple? Non, savoir si c'est quelque chose d'autobiographique, non. Je voudrais savoir si Ricardo a pensé, par exemple, réagir de façon sauvage avec un journaliste, comme dans le film, par exemple. Non. Non, jamais de la vie. Enfin, chacun d'entre nous a pu traverser une situation comme celle-ci, c'est-à-dire une situation qui nous pousse à connaître nos propres limites, mais jamais avec un journaliste. Dans d'autres occasions, oui, pas avec un journaliste. Bonjour, Maria Guerra de la Cadena Ser. Je voudrais te féliciter pour ce film qui est très drôle, mais qui est aussi très inquiétant parce qu'en Argentine et en Espagne aussi, on est en train de traverser une situation sociale très crispée, très tendue. Et en ce moment, il y a des choses en Espagne qui sont assez violentes. Donc je me demande si ça t'inquiète, c'est-à-dire la préoccupation des politiciens, par exemple. Est-ce que ça t'inquiète de savoir ce que pensera Cristina Kirchner, la présidente argentine, lorsqu'elle verra le film? Non. Si les politiques faisaient bien leur travail, je crois que je ferais d'autres films. Je n'aurais pas un monde imaginaire aussi important. Je pense que le rôle de la politique et d'avoir des grandes idées qui puissent correspondre au monde actuel, de les mettre en place et que les gens vivent en harmonie. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de distribution de richesse. Mais ce n'est pas le seul problème. Le fond du problème, à mon avis, c'est que chaque personne devrait pouvoir vivre en faisant ce qu'elle aime. Et puis je parle de l'éducation. Je pense que l'éducation aussi fait partie du problème. Donc parfois, on dit c'est la faute des politiciens, mais je pense qu'ils n'ont pas autant de pouvoir. Mais bien sûr, ils pourraient faire des choses positives, ils pourraient faire des choses mieux, bien sûr. Je suis inquiet par la réalité, bien sûr. Je crois que nous pourrions vivre beaucoup mieux que ce que l'on vit. Une question pour Agustín. Oui, je voulais te féliciter et je voulais savoir quel a été le processus pour arriver à la sélection officielle en tant que producteur, en sachant qu'il est très rare qu'il y ait une comédie dans la sélection officielle. Il y a, enfin, ce sont des films assez intellectuel. Donc, comment a été ce parcours, ce voyage? Nous avons présenté le film il y a un certain temps au festival et nous avons eu une réponse très favorable d'autres sections aussi. Et il faudrait peut-être demander cela aux organisateurs, comment ils ont accepté que nous soyons dans la sélection officielle. Donc, nous sommes tous très satisfaits, bien sûr, mais je pense que la machine qui a permis qu'on arrive ici, je ne sais pas expliquer cet engrenage-là. Je pense que le film a vraiment beaucoup de qualité et
c'est pourquoi nous sommes dans cette sélection avec les autres 17 films qui sont très importants aussi. Ce que je peux dire, c'est que pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va aider énormément à la diffusion internationale du film, qui va créer un certain intérêt pour la distribution, et on sait que ça, c'est très dur de traverser des frontières. Donc, je pense que nous avons une énorme opportunité pour présenter le film, et puis on verra bien ce qui se passera. Mais je pense que nous avons beaucoup de chance. Et j'en profite pour te demander, El Deseo, c'est une maison de production, une société de production des films de Pedro. Donc on connaît surtout ça, et on ne savait pas trop que vous étiez producteur d'autres cinéastes aussi. Donc comment êtes-vous arrivé à ce film? Eh bien, cela fait très longtemps qu'on était après Damián, lorsqu'on a vu Tiempo de Valientes en Espagne. Maman, j'espère que tu entends cela. Tiempo de Valientes, c'est le premier film de Damián. Donc on a pensé que c'était quelqu'un qui avait énormément de talent, et puis tout de suite on lui a envoyé des messages. On a eu aussi beaucoup de chance, on a rencontré Mathias il y a quelque temps, par la suite Hugo, et à partir de cette relation, eh bien nous avons attendu que Damián présente ce projet qui nous a fascinés dès qu'on a lu le scénario. Donc on a eu la chance de participer dans un film qui fait ce que nous on aime faire, c'est-à-dire améliorer un scénario. C'est exactement ce qui s'est produit. Un scénario qui était déjà très fort, très inquiétant. Eh bien, au bout du compte, nous avons pu faire un film qui ne nous a absolument pas déçus, qui est allé au-delà de nos espoirs. Et en grande partie grâce au producteur. Et souvent, on parle du réalisateur, et le réalisateur se plaint des producteurs en général et dit qu'ils veulent limiter le budget. Mais en fait, le soutien que j'ai reçu de mes producteurs a été énorme, et je voulais le souligner. Donc, en fait, il est en train de préparer Relatos Salvajes 2. Bonjour. Je suis un journaliste espagnol. Je voulais demander à Damián et à Hugo également. Moi, j'ai eu la sensation, en voyant ton film, là oui, là on entend mieux. Donc une question pour Damián et Hugo. J'ai eu la sensation, en regardant le film, je ne sais pas si d'autres personnes auront ressenti la même chose, que tu vas toujours au-delà, tu vas toujours jusqu'au bout. Et on se dit non, ça ne va pas être possible, il ne va pas être capable, on se dit oh là là, il est allé vraiment trop loin là. Donc, comment ça se fait qu'un producteur t'a laissé aller aussi loin? Et je ne sais pas si Agustín voudrait rajouter quelque chose aussi. C'est-à-dire, comment vendre ce film? C'est compliqué, à mon avis. Donc, je pense que dans les deux cas, il s'agit de personnes qui aiment le cinéma et qui veulent utiliser le cinéma, qui nous permet de vivre des expériences qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Où, d'habitude, tout le monde ne vit pas ces expériences. Si on avait la possibilité d'accéder au cerveau des êtres humains, on verrait des films extraordinaires tous les jours. Donc le point de vue subjectif de n'importe quelle personne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la vie est dramatique, la vie est pure fiction et pleine de choses tout à fait intéressantes que l'on peut observer. Donc dans ce sens-là, je pense que les producteurs ont soutenu mon scénario. Ils n'ont jamais eu peur. Et puis, il y a quelque chose qui est un petit peu comme un bilan. Bon, il y avait une histoire qui était trop chère. Donc, on l'a éliminée. C'était trop cher à faire. Mais, normalement, les comptes qu'on n'a pas choisis, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à ce niveau de catharsis émotionnelle. Hugo. Oui, moi je suis médecin et psychiatre, donc je vais te répondre en tant que psychiatre. Pour moi, tout ceci n'est pas nouveau, c'est quelque chose de bien familier. En fait, je voudrais faire une relation entre ta question et celle de la journaliste de la CES. Je ne crois pas que ce film reflète la réalité argentine. Je crois qu'il reflète la réalité universelle. Je crois que les êtres humains, lorsqu'ils sont soumis à des situations d'immoralité permanente,
d'abus du pouvoir, d'abus d'autorité, d'inégalité constante, eh bien, à un moment donné, ils réagissent, ils n'en peuvent plus et ils réagissent. Et je crois que ce film décrit une situation qui peut arriver. Il décrit le désespoir d'un être humain qui réagit de façon violente et qui ne contrôle plus rien. Ce n'est pas un modèle à imiter, mais c'est quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui se passe face à ces abus, face à ces situations qui sont intolérables pour les êtres humains. Donc, comme disait Damian, lorsqu'il nous a proposé des histoires light, on ne les a pas aimées. Non, on voulait des histoires fortes qui prouvaient cette réalité et en plus de la façon qu'il a, lui, de raconter ces histoires, parce que c'est une esthétique particulière. Et pouvoir compter sur cette équipe d'acteurs et d'actrices est un privilège exceptionnel. Donc ce format nous a permis d'utiliser ces acteurs et ces actrices fantastiques qui ont fait de ce film un produit dont on est vraiment très fiers, très orgueilleux. Et puis, donc peut-être pas pour la présidente Kirchner, mais pour le ministère de la Santé, ce serait une thérapie intéressante. Non, j'aimerais bien que la présidente voie le film aussi. Mais je ne pense pas que ça l'affectera beaucoup. Non, je ne crois pas que ça l'affectera beaucoup. La présidente, Cristina Kirchner, non, peut-être qu'on va me traiter d'entrepreneur kirchneriste, mais la présidente aime le cinéma et elle a suivi, elle aime le cinéma, je répète, et elle connaît la trajectoire de Damian Szifron et je ne crois pas qu'elle serait affectée par ce film. Évidemment, les politiciens n'aiment pas que l'on montre cette réalité, mais franchement, je ne pense pas que ça la dérangerait. Parce que je pense que c'est un problème universel. Je ne crois pas que ce soit un problème uniquement argentin. Si j'avais pensé que c'était un problème uniquement argentin, j'aurais eu du mal à la produire. Je crois que ça reflète une réalité universelle. Non, peut-être que ça va affecter Madame Merkel, j'en sais rien. Wow. Hélène de Ouzbékistan, Asie centrale. Nous sommes également passionnés par votre film, un peu sauvage aussi. J'ai un peu perdu toutes mes craintes, toutes mes peurs face à la violence après votre film, car on rit tellement dans votre film. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toute votre équipe, car vous constituez un ensemble que nous apprécions beaucoup, avec des acteurs de talent qui ont tous compris, avec un grand sens des détails, ce que le réalisateur leur demande. Vous avez créé une sorte de genre. C'est quelque chose que nous devrions tous essayer de copier lorsqu'on est acteur. Alors peut-être que les acteurs pourraient répondre. Dans quelle mesure est-ce que vous avez pu improviser dans ce film avec Damien ? Ou bien est-ce que tout était très précisément stipulé du début à la fin? Pouvez-vous nous parler donc de l'improvisation? Qui commence? Tout le monde sauf Damian. Bah, tout était déjà écrit. Au moins, dans le conte où j'ai joué, il n'y avait pas de marge pour l'improvisation. Damien aime bien travailler de façon très précise, il est perfectionniste, il veille sur tout, même avant qu'on ouvre la bouche ou qu'on fasse quelque chose. Et je pense... Bon, après je vais dire quelque chose, moi. Bon, il va vraiment contredire tout ce que je viens de dire, mais je pense que dans toutes les histoires, on a respecté le script tel qu'il était et qu'on a donné satisfaction au réalisateur. Maria. Bon, voilà, c'est ma femme. Et dans son ventre se trouve notre avenir. Peut-être qu'il va dire quelque chose de privé, je ne sais pas. Non, 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 rassure-toi, je ne vais rien dire. Je suis d'accord avec Oscar. Dans le personnage que j'ai joué,
Damien, bien sûr, il est très précis. Il sait exactement même le ton de voix qu'il faut employer. Il ne s'agit pas d'un réalisateur qui travaille avec l'improvisation immédiate. Peut-être qu'on discute un peu avant, mais sur le coup, il est vraiment très rigoureux, il respecte ce qui est écrit et nous aussi, on y croit, on lui fait confiance et on sait qu'il sait ce qu'il raconte et on sait ce qu'il veut. Dans mon cas, c'était comme ça. Mais dans le cas d'Erika et de Leonardo, peut-être il y avait plus de possibilités d'aller un peu au-delà de ce qui a été écrit ou pas. Bon, je vais dire quelque chose. Bon, je vais juste dire une petite chose. Il y a une phrase improvisée quand Léo conduit. Moi, j'ai regardé les moniteurs. Et une fois que j'ai parlé avec l'affrontement avec la Peugeot, il a dit... Dieu de mon cœur, enfin, c'est une phrase improvisée. Mais vraiment, le film, bien sûr, n'est pas celle que j'imaginais, même si le script est le même, et les acteurs lui ont donné un relief, un volume, une vérité, peut-être qu'ils n'avaient pas. Et c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime beaucoup les écrivains, les gens qui écrivent, les gens qui ont de l'imagination et leurs produits, le produit de cette imagination. Mais quelquefois, il y a des acteurs qui disent « Oh non, 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 moi, ce texte ne me plaît pas. » Bon, bien sûr, si l'idée ou si c'est ce qui est écrit n'est pas intéressant, bon, d'accord. Mais je pense que vraiment, l'acteur met de la vie dans ce qui est écrit. Oui, moi, je pense aussi. Il est très précis, il est très strict avec chaque mot, chaque virgule d'un texte. Mais, bien sûr, il était prêt, bien sûr, à accepter des afflictions comme moi que je dis « Madre mia de meu corazón » en portugais. Mais ça arrive avec les grands réalisateurs. Il faut les suivre parce qu'ils ont déjà dans leur tête le film, ou même plus. Tu m'as dit à un moment, c'est comme un orchestre. Je pense à chaque ton, à chaque instrument. Et il faut rentrer, nager dans cet orchestre. C'est ce qu'il faudrait faire, bien sûr. Il faut essayer d'être à l'aise, de faire partie de l'action et du mouvement des personnages. Dans mon histoire, il y avait bien sûr beaucoup d'improvisation plutôt corporelle. Il y avait beaucoup plus de gestes que des paroles. Là, on pouvait découvrir beaucoup. Il était accroché à un harnais pendant 3 jours. Mais, bien sûr, je suis vraiment en admiration devant mon équipe d'acteurs. Erika, j'ai déjà travaillé avec Damien. Je savais, je connaissais son style de direction. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien étudié les textes, mais en même temps, bien disposé à faire ce qu'il me demandait. Bien sûr, j'ai imaginé comment cette fiancée, dans quel état elle s'est trouvée face à son mariage et apporter ma contribution en tant qu'actrice. Mais Damien a une telle imagination qu'elle est contagieuse. Et moi, j'ai décidé de rester comme une page blanche et me mettre au service de... Bon, par exemple, la dernière nuit, que je n'avais pas de voix. Mais bon, oui, bien sûr aussi, il pense toujours au spectateur. Il y a une sorte de dialogue avec le public. Et il sait très bien qu'est-ce qu'il veut provoquer chez celui qui regarde le film, chez les spectateurs. Mais en réalité, il y a un code déjà qui codifie, on va dire, le spectateur.
film roumain. Monsieur Damian, je vous félicite. Je n'ai pas ressenti cette sensation de fraîcheur depuis la première mondiale du film d'Almodovar à Venise, Femme au bord d'une crise de nerfs. Vous avez la capacité extraordinaire de transformer le déjà vu en fraîcheur, en nouveauté, en pur style. Et à mon avis, à partir de cette édition de Cannes, vous avez toutes les chances de devenir l'un, je dis ça pour votre maman, mais sincèrement, l'un des plus grands cinéastes, l'un des grands cinéastes du monde. Et puisqu'on sait si peu de choses sur vous, c'est mon opinion sincère. Vous pouvez poser 3 questions si vous voulez. Alors, la première serait, elle est double. Ah non. Puisqu'on connaît si peu de choses sur vous, je voudrais savoir quelles sont les origines de votre famille, parce que le nom est si bizarre, et en argentin, on sait que c'est très compliqué avec les origines des familles. Donc, les origines de votre famille biographique et aussi les origines... les origines cinématographiques qui vous ont permis de devenir ce cinéaste explosif, pour utiliser l'expression de M. Riba, que vous êtes aujourd'hui. Merci. Te agradezco tanto, tanto de verdad, de corazón. Merci beaucoup, de tout mon cœur. Merci, sincèrement. Respecto a la primera pregunta, lo mencionaste, Pedro, creo que esta película se podría llamar Personas al borde de un ataque de nervios. On pourrait appeler ça aussi des personnes au bord de la crise des nerfs, et parce que c'est ce qui arrive aux personnages. Mais un cinéaste comme Almodovar, je me sens identifié à lui parce qu'il mélange le cinéma qu'il aime, il aime tous les genres. Bien sûr, il est plus important que moi, mais peut-être que les films qui lui ont influencé, moi, je les ai vus après, mais moi, j'ai été influencé par d'autres. Il fait un cinéma qu'il aime, avec des observations personnelles sur des situations quotidiennes ou de tous les jours. Enfin, mais moi, j'ai parlé à quelqu'un qui disait beaucoup de cinéastes parlent d'un village, de ses origines. Le mien, mon origine et mon village, c'est le cinéma. Le premier souvenir que j'ai de ma vie, c'est un film. Et bien sûr, j'ai souffert à cause de la mort des personnages que j'aimais. Et vous m'avez demandé mes origines. Bon, après le singe, bien sûr, comme nous tous. Ça, c'est la version résumée. Nous descendons tous du singe. Mais mes grands-parents, des crocodiles? Non. Mes grands-parents paternels étaient des juifs polonais qui ont tous les deux souffert la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été faits prisonniers. Mon grand-père a combattu chez les Polonais et chez les Russes. Il allait au champ de concentration et il est réussi à sauter du train. J'aurais pu filmer des choses que j'ai moi-même découvertes peu à peu. Ma grand-mère a été prisonnière. Bon, elle m'a dit, mais alors, pourquoi tu as fait ces films si tu avais tous ces sujets-là? Mais bon, elle a été faite prisonnière par les nazis. Il était une sorte de femme de ménage dans un palais. Mon grand-père qui a sauté du train, bon, il était dans la neige, il a eu une jambe congelée à cause du froid. Après, il voulait aller en Israël, mais ils ne sont pas rentrés dans le bateau. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils ont monté dans un bateau au Brésil. Bon, Brésil n'a pas pu. Au Paraguay, il y avait Stroessner, il n'a pas pu aussi. Ils n'ont pas pu. Alors, ils sont finalement arrivés en Argentine et c'est là où je suis née. Je pourrais vous parler de mon père, le Nex, qui était grand cinéphile. Et c'est de mon père cette idée du cinéma. C'est les histoires qu'on compte lorsqu'on a 60 ans, pas dans ton cas. Je suis Thomas Okoch d'El País. 2 questions à Damien. Tu as dit plusieurs fois que tu ne pourrais pas faire quelque chose de solennel, que
quelquefois tu tends toujours à l'humour noir. Pourquoi l'autre est toujours... Pourquoi toi tu es un renard et l'autre est un cerf dans les crédits au début? Bon, je pense que Leonardo, dans un état naturel, serait comme cela. C'est-à-dire, il veut démontrer quelque chose qu'il n'est pas, donc il est déguisé en un autre animal. Donc moi, j'ai voulu être le renard parce que mon père aimait beaucoup Zorro. Donc mon nom en hébreu, par exemple, veut dire renard, je crois. Donc j'ai vu cet animal et je me suis vraiment identifiée au renard. C'est un regard qui me parlait. En plus, il est moitié roux comme moi. Donc, bon, j'ai pensé à un alezan noir sous l'orage, mais ils m'ont dit quand même, il ne faut pas exagérer, Damien. Les producteurs ont dit non, il ne faut pas exagérer. Donc le renard, pour moi, c'était le bon animal. Pas trop insignifiant et pas trop merveilleux. Et quant à la solennité, film solennel, ta première question, oui, je pense que ce qui est solennel cache les mensonges. Lorsqu'il y a quelque chose de trop solennel, ça cache quelque chose. Donc, on n'est pas solennel lorsque l'on pense, lorsque l'on vit, lorsque l'on rêve. Donc, le cinéma, qui est le véhicule qui nous permet d'exprimer tous ces sentiments, eh bien, ce cinéma solennel me dérange un peu. Je crois que l'humour est toujours là, même dans les tragédies. Une seconde après la tragédie, eh bien, il y a quelque chose qui peut provoquer un rire. Et je ne sais pas pourquoi l'humour est considéré comme quelque chose de pas sérieux, ou pourquoi une comédie ne peut pas aller à Cannes. Je ne comprends pas ce problème, ce dilemme. Je ne sais pas de quoi on parle lorsqu'on me dit ça. Bonjour Damien, Juan Carlos González del Tiempo en Colombie. Enchanté. Moi aussi je suis médecin comme Hugo. C'est ma profession, outre le fait d'être journaliste. Je te remercie d'avoir inclus Ricardo Darín dans l'équipe, parce qu'on est sûr de voir le film en Colombie et en Argentine aussi. Les seuls films que l'on arrive à voir, c'est quand il y a Ricardo. Et les seuls films argentins que l'on voit, c'est celles qui sont protagonisées par Ricardo Darín. Donc, merci beaucoup. Et puisque tu as parlé du script, du scénario, des dialogues et sans improvisation, je voulais te poser une question par rapport au personnage. Tu as imaginé les acteurs? Tu as imaginé ces acteurs pour représenter ces personnages? Je te le dis parce que Ricardo est très connu en Amérique latine et tu l'as utilisé pour démontrer cette rage que l'on ressent en Amérique latine face aux abus de pouvoir, face à la corruption. Donc tu as pensé à lui. C'était un choix précis pour que Ricardo interprète ce personnage qui représente ce que nous aimerions tous faire, les Colombiens, les Vénézuéliens, enfin les Latino-Américains en général, face aux abus de pouvoir. Non, ce n'a pas été un hasard. Je suis très content que ce soit lui le protagoniste. J'ai pensé aux acteurs lorsque j'ai écrit le film, mais pas de façon déterminée. Je n'étais pas absolument sûre que ça allait être les acteurs que j'allais choisir. Après, il y a eu un casting avec les producteurs, avec l'équipe de casting. Et donc, nous avons travaillé, nous avons imaginé le film avec beaucoup de visages possibles. Pour moi, ce sont les meilleurs acteurs argentins. Et j'ai la chance d'avoir un projet où j'ai pu appeler les acteurs que j'admire. Et ce sont tous des personnages qui ont une carrière importante, et là on leur proposait un petit rôle, un petit personnage, et ils avaient, on va dire, un éventail important. Et puis, je voulais que les acteurs lisent le scénario, mais je ne savais pas quel personnage ils préféraient. Je trouvais intéressant de penser qui ferait quoi, justement, pour donner un relief à tout ça. Et ils ont choisi le rôle que tu avais pensé pour eux. Oui, eh bien oui.
Et en fait, lorsque j'ai parlé avec eux, eh bien, j'ai respecté ce qu'ils ont choisi. Il n'y a pas eu de bataille entre eux, ils ne se sont pas tapés dessus pour avoir le même rôle? Non. Eh bien, nous allons devoir terminer cette conférence de presse. Bonne chance et merci à tous. Merci à tous les présents. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Porque a veces pasa que el argentino usa algunas palabras en brasilero, es como un toque cool. Como un toque cool. Porque te diste cuenta, claro, pasaron un encuentro cromosómico, bueno, de los monos vinieron por acá. Es como un toque